Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être notre invité dans toute franchise ce soir. Alors vous êtes président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et auteur de Député du peuple humain, Jean-Luc Mélenchon, député du peuple humain. On va en parler. Jean-Luc Mélenchon, hier, en marge de la marche des libertés, on va parler du fond de cette marche. Mais vous avez été enfariné. Quasiment immédiatement, vous avez déclaré « Si vous ne me voyez pas plus ému que cela, c'est peut-être que ça aurait pu être pire ». C'est-à-dire, que voulez-vous dire, Jean-Luc Mélenchon? Peut-être que ça aurait pu être pire, vous avez peur? Et si oui, vous avez peur de quoi exactement? D'abord, je crois que dans ce moment d'enfarinage, on était dans la manif. J'étais dans le carré de tête, j'étais pas en train de me promener dans la rue. Et quelqu'un a décidé d'agresser la manif, parce que je ne suis pas le seul à avoir pris de la farine, hein, hélas. Vos collègues, journalistes, et puis autour de moi, on voit, juste derrière moi, on voit sur votre image, Éric Coquerel, qui est un des deux organisateurs avec Thomas Porte de cette manif. Donc c'est bien une agression contre un droit constitutionnel, celui de manifester. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne veux pas porter plainte. J'estime que c'est au procureur de la République, c'est-à-dire à l'État, de dire s'il considère que c'est un problème qu'on ne puisse pas manifester sans être agressé. On vous a demandé si vous souhaitiez porter plainte et vous avez dit non. J'ai reçu, je ne sais pas, c'est pas passé si simple que ça, parce qu'on fait tellement de choses. J'ai reçu un message qui m'a interrogé d'ailleurs, par SMS, pour me dire il faut venir porter plainte. Non, non, c'est au procureur de le faire. Ce n'est pas une affaire personnelle. Et je pense que là, nous voyons Coquerel enfariné. Il a déjà été agressé une fois. Vos collègues l'ont été. En quelque sorte, c'est un droit qui est mis en cause. Voilà. Donc, c'est au procureur de dire ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une affaire personnelle, je le redis. Et si le procureur estime que tout ça n'a pas d'importance, il en assumera, pas lui bien sûr personnellement, mais le garde des Sceaux assumera la responsabilité de cette situation. Maintenant, ça suffit qu'on se cache comme ça et qu'on n'assume pas ses responsabilités. Alors, parce que qu'est-ce qui aurait pu m'arriver d'autre, me dites-vous, Madame Carrouer? Oui. Eh bien, le lundi de cette semaine, nous avons vu une vidéo dans laquelle quelqu'un portait 9 coups de fusil sur un mannequin, 14 coups de couteau, en disant, vous voyez, les insoumis, les électeurs insoumis, ils disent comme ça, les électeurs de M. Mélenchon ne sont pas à l'abri, etc. Là, vous avez porté plainte en revanche. Oui, parce qu'il ne se passait rien, mais je veux d'abord 4000 plaintes nous avons déposées, mais nous avons attendu que le procureur le fasse. Parce que je crois qu'il y a un intérêt général dans cette affaire à empêcher les violents et à ne pas les folkloriser, à ne pas les banaliser. Or, j'ai été très cruellement surpris de voir M. Zemmour dire que bon, c'était une plaisanterie. Ah bon, c'est une plaisanterie de menacer de mort des gens et d'en faire la démonstration comme ça a été fait. D'ailleurs, ça n'a pas traîné. Dans cette ambiance, le lendemain, le président de la République a été frappé. On a le sentiment qu'il y a un groupe politique, parce que je vous rappelle que celui qui a jeté de la farine est un membre de l'extrême droite, assumé, qui reçoit des gens d'extrême droite sur sa petite chaîne de vidéos. Donc c'est bien l'extrême droite. Et il y a un déni. Il y a un déni de la gravité, d'abord des médias, pour commencer, parce que sinon je vais être traité de complotiste. On ne sait plus d'ailleurs si on peut parler d'effet de système ou pas dans ce pays, parce qu'on est aussitôt soupçonné de voir des complots. Je vais vous dire une bonne chose, Madame Carrouer, pour que l'affaire soit soldée dès maintenant et qu'il n'y ait pas besoin d'y revenir. Moi, je ne suis pas un complotiste. Et vous savez pourquoi? J'ai même pas besoin d'être complotiste. La réalité me fournit assez de matière à mes arguments. On reviendra sur les propos de la semaine dernière, bien sûr. Mais dans le cas qui nous occupe, c'est d'avoir donné la parole sans trêve à des gens d'extrême droite. Et il y a au moins une chaîne de télévision qui s'est spécialisée là-dedans. C'est ça qui fait que se propagent des idées, et nous sommes dans un rapport où nous ne pouvons pas nous défendre. Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que je dis souvent dans cette émission, on a le temps. Et c'est ça qui est bien. Donc on va continuer d'avancer pas à pas. Vous parlez de cet individu hier. Selon le Parisien, il a déclaré que ça aurait pu être contre un autre homme politique, cet enfarinage, en évoquant un geste de contestation. Et effectivement, il se serait déclaré sympathisant du courant souverainiste. Ça aurait pu être contre un autre homme politique, dit-il. Cette semaine, le président de la République a été giflé. La veille de votre enfarinage, c'était François de Rugy qui recevait aussi de la farine. Est-ce que pour vous, c'est effectivement, tout ça, c'est la même histoire que ça raconte? Bien sûr, ça raconte l'histoire de la montée progressive
de l'extrême droite dans ce qui a toujours été sa tactique et sa manière de faire. Que ce soit contre le président, un élu de la majorité ou vous, pour Évidemment. vous, c'est les mêmes. Mais enfin, ce sont les mêmes gens. Ils se réclament des mêmes idées. Ils déclarent les mêmes choses. Ils agissent tous d'une manière où l'on sent qu'il y a une pensée commune à ces gens-là. J'ai dit tout de suite ma solidarité avec le président de la République, avec qui j'ai tous les désaccords que l'on sait, puisque je suis un de ses opposants. Mais je ne peux pas être d'accord avec le fait qu'on le frappe. Est-ce que vous avez peur pour la campagne de 2022 ? Bien sûr. En raison du climat actuel, est-ce que vous redoutez cette campagne électorale ? Cette campagne électorale, j'ai dit qu'elle serait sale et elle sera violente. Et c'est commencé. Et le jour où je dis qu'il y a maintenant des choses qui se répètent, on me traite de complotiste. Et c'est ça que j'ai du mal à accepter. Pourquoi y a-t-il ce déni de cette forme de violence-là? Pourquoi, quand il s'agit du terrorisme islamiste, on en entend parler pendant des heures, et dès qu'il s'agit des attentats de l'extrême droite, qui aujourd'hui les tentatives d'attentats sont nombreuses, la police internationale dit que c'est un des dangers majeurs en Europe, et on fait comme si ce n'était pas le cas. En ce qui concerne, par exemple, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron, des portraits ont été faits en fin de semaine, une fois que les informations étaient parvenues notamment aux rédactions, pour démontrer les liens, les réseaux, ses abonnements, etc. Oui. Une part du travail a été faite. Et par ailleurs, il a été mis devant la justice assez rapidement, et la sanction a été qualifiée par beaucoup de plutôt sérieuse, 4 mois ferme. Je pense que la réaction a été la bonne. Il y a eu enquête, etc. Mais il faudrait qu'on fasse de même à chaque fois. On n'aille pas laisser quelqu'un dire sur une chaîne de télévision, comme l'a fait M. Zemmour, que c'était une plaisanterie, la vidéo de ce Papacito, et puis ensuite, le lendemain, dire que le président Macron a eu ce qu'il méritait. Enfin, tout ça a eu lieu. Et c'est sans suite, on dirait. Et lorsque quelqu'un me menace, Madame Kerouer, comment ne puis-je pas dire mon indignation lorsque j'ai vu certains journalistes dire que c'était une diversion de ma part? Qui peut croire que ce soit une diversion que je cite le fait qu'on veuille me tuer? Il n'y a pas que les journalistes. Il y a aussi des responsables politiques qui ont pensé qu'effectivement, vous utilisiez un fait pour essayer de mettre à l'écart un autre, c'est-à-dire vos propos de dimanche dernier. Donc vous répondez quoi à ça? Que c'est extrêmement bas et dégradant de leur part. Je n'en rajoute pas, parce que j'ai vu certains d'entre eux, j'ai trouvé que c'était d'une vilenie sans précédent, qui me laisse quasiment sans voix. Parce que comment peut-on réellement imaginer que protester contre cette action puisse être une diversion? Voyez-vous, Madame Kerouer, chaque fois qu'on a affaire à des violences, des attentats, des agressions, il faut, en tout cas à mon avis, toujours se demander quel est le but de l'adversaire et ne pas l'aider à l'atteindre. Par exemple, quand il y a un attentat de terroristes islamistes, je fais toujours très attention à ce que veut l'adversaire. L'adversaire veut diviser les Français entre musulmans et non-musulmans. C'est ça son but. Et si nous faisons l'erreur d'assimiler les musulmans aux terroristes, eh bien, nous leur donnons raison. De même, quand quelqu'un me menace, que dit-il? C'est ça qu'il faut voir. Il me menace, il essuie son couteau, il montre comment on peut me tuer, et puis ensuite il dit, parce que vous voyez, la PMA et la GPA, la tolérance c'est bien, mais c'est mieux avec un fusil. Autrement dit, il nous menace parce que le même jour, et très peu de monde le dit, le même jour passe à l'Assemblée nationale la loi sur la PMA. Et vous êtes rendu à l'Assemblée? J'ai couru à l'Assemblée, je me suis inscrit dans le débat, je n'étais pas prévu dans ce débat, qui vient en troisième lecture, je me suis inscrit pour dire, vous voyez, vous ne me faites pas peur, vous ne me ferez pas taire. Jean-Luc Mélenchon. De même, par exemple, je termine sur la manière de réagir. Quand quelqu'un me jette de la farine, j'ai tellement vu de choses dans ma vie, ma chance et l'expérience, que là aussi, il faut en quelques secondes se demander quel comportement avoir. Je sais que celui qui a fait ça le fait pour que je m'en aille, pour que des gens aient peur, pour qu'on se dise « Oh là là, cette manifestation, c'est une bataille rangée ». Donc, par mon sourire, par le sang-froid et par le calme, je montre qu'il n'en est pas question. Je continue d'avancer pas à pas. Prie. On a évoqué la gifle qu'a reçue le président de la République. Lui, le président, il a évoqué un acte isolé. Il a dit, je le cite, « Il y a eu des moments de très forte tension dans notre pays, de violence, que j'ai eu à vivre comme président au moment de la crise des Gilets jaunes. » Et il dit, « La société n'est plus dans cet état-là aujourd'hui. » La société n'est plus dans cet état-là aujourd'hui. Et il a raison et de minimiser et de dire, on est sur une autre difficulté. Écoutez, moi, je ne vais pas entrer dans le commentaire de ce qu'il a jugé opportun de faire. Je comprends je partage avec lui l'idée que
ni lui, ni moi, ni personne n'avons intérêt à donner non plus un crédit à une bande de crétins violents qui seraient totalement disproportionnés. Ils ont une chaîne de télé pour faire ça tous les jours, donc ça va, ça suffit comme ça. Donc de ce point de vue, le président a raison de dire que ce sont des actes isolés. Mais ces isolés-là sont extrêmement dangereux. L'autre chose, évidemment, c'est que tout ça remplit une fonction pour l'extrême droite. Historiquement, si vous permettez qu'on le dise, il y a une histoire de l'extrême droite. L'extrême droite a toujours été un courant dangereux, politique, nuisible à la République, nuisible aux êtres humains. Ils ont toujours été comme ça. Ce n'est pas nouveau. Et ils jouent toujours la même fonction, c'est-à-dire, ils sont, eux, une diversion ambulante. Pendant qu'on affronte une crise sociale majeure, pendant qu'on a, on va en parler tout à l'heure, des sujets sur la table comme les questions de la licence libre pour les vaccins, comme les nouveaux cadeaux que le gouvernement a fait au capital. Eh bien, de quoi est-on en train de parler, vous et moi? D'un type qui jette de la farine, d'un abruti qui menace les gens de mort, et de quelqu'un qui est à moitié dérangé, qui tape le président de la République. La grande question aussi qu'on peut se poser, c'est comment on en est arrivé là. Faisons simple. Question simple. Comment on en est arrivé là? Hier, Jean-Luc Mélenchon, dans le cortège, vous avez été interrogé par un journaliste qui vous pose cette question. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous participez à cette tension dans le débat? Et vous avez répondu qu'ils sont à l'image de leurs prédécesseurs sans histoire. Si un jour j'ai un mauvais sort, ils en seront responsables. Bien sûr. C'est qui, ils, du coup? Écoutez, c'est bien parce que c'est vous. Mais on peut faire ça avec n'importe qui. Prendre un mot et dire qui est il, et comme si c'était une énigme. Alors, non mais attendez, pardon, on m'a fait ça la semaine d'avant, on va en parler peut-être. Mais je veux juste savoir qui seraient responsables. Les gens qui banalisent, les gens qui s'amusent avec ça, ouais. Les gens qui, comme tout à l'heure, sur ce plateau, un éditorialiste du Nouvel Obs, sur ce plateau, vient, pas devant vous, hein, et dit « Mélenchon a contribué à la violence, donc je suis responsable de ce qui m'est arrivé ». Et il ne doit pas faire la chochotte. Donc en plus, je laisse ceux qui m'écoutent apprécier ce genre de termes. En d'autres termes, s'il m'arrive malheur, ce sera de ma faute. Eh bien non, ce n'est pas comme ça qu'il faut traiter le problème. Il faut le faire avec sens des responsabilités. Moi, celui qui frappe le président de la République, je lui suis hostile au président de la République, je n'hésite pas une seconde à dire c'est de la faute de celui qui a frappé. Quand bien même le président évoque la violence des Gilets jaunes, qui n'est pas en cause dans cette histoire-là. Donc, je crois que chacun d'entre nous doit faire preuve de sang-froid, de maturité, d'autorité pour mettre les choses à leur place. C'est comme ça qu'on en sortirait, selon vous. Et que voulez-vous faire d'autre? Non, on va s'en sortir d'une autre manière. Il faut convaincre les braves gens de ne pas voter pour l'extrême droite, de ne pas lui donner de la force. Venons-en oui. Au fond de la marche hier. Donc, marche des libertés, 140 villes de France, une centaine d'organisations représentées pour dénoncer, je cite, les attaques contre les libertés, mais aussi la progression des idées de l'extrême droite dans notre débat public. Et pour vous, qui est responsable en France de l'expansion des idées d'extrême droite dans notre pays? Vous avez notamment pointé du doigt hier le président de la République. Alors lui, bien sûr, mais lui, il vient à la fin de la vague. Tout a commencé par la dédiabolisation de Madame Le Pen. Il y avait autrefois une digue, et tout le monde était d'accord dans ce pays, quelles que soient les oppositions qu'on avait les uns avec les autres, pour dire nous n'acceptons pas ces idées-là, parce qu'on savait de quoi il s'agissait, et on le dénonçait. Et puis un jour, ça s'est arrêté, et les gens ont fait semblant de trouver Madame Le Pen comparable à quelqu'un d'autre. Or, elle ne l'est pas. La preuve en a été donnée lorsqu'il y a eu cette tribune de militaires à la retraite, je me dépêche de le rappeler, et finalement assez groupusculaire, qui ont dit nos collègues d'active, imaginez-vous, l'armée, devront intervenir pour empêcher les hordes de banlieue, enfin n'importe quoi. Eh bien, la première et seule personne qui dit « Ah, mais ils ont raison », c'est Madame Le Pen. Donc vous voyez bien qu'elle n'a pas changé, qu'elle est toujours sur la ligne de l'extrême droite, c'est-à-dire préférant le choc des religions au choc social. Elle est là pour ça. Alors, dans ces conditions, la première responsabilité, la voilà. Après, le président a commis une erreur terrible. En décembre dernier, il a abattu lui-même une digue en disant ben, Pétain était un grand stratège militaire, ce n'est pas vrai, et Maurras, un grand auteur, ce n'est pas vrai non plus. Ce sont deux antisémites, criminels et traîtres à la patrie. Je crois que, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a abattu une digue. Jamais un président de la République ne peut parler de l'histoire nationale avec de tels mots. Dans la manifestation hier qu'on a suivie en direct, on a interrogé des manifestants et certains disaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils se valent aujourd'hui, les renvoyant dos à dos. Est-ce que vous faites la même chose? Ce n'est pas pareil. Jean-Luc Mélenchon, si je vais au bout de la question très directe, est-ce que vous dites Marine Le Pen et Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est la même chose? Non, ce que je dis, et je le répète après d'autres,
c'est que M. Macron s'est lepénisé, peut-être maintenant va-t-il changer d'avis, en reprenant des mots, des termes, des mesures qui étaient celles de l'extrême droite. Ça a été un paroxysme que nous avons vu à la télévision quand son ministre de l'Intérieur a dit à Mme Le Pen « vous êtes trop molle ». C'était un événement absolument inouï. On n'avait jamais entendu un ministre qui est un des garants des libertés publiques parler comme ça. Donc, oui, là, il y a eu, du point de vue de M. Macron, une évolution, et j'espère qu'après les événements que nous venons de vivre, il va comprendre qu'il doit reprendre son rôle, quel que soit le niveau d'engagement que l'on a dans la vie politique, et même des polémiques. À un moment donné, on est tous comptables de l'intérêt du pays. Donc, ça, c'est la première chose. Quant à Mme Le Pen, il est clair qu'elle aussi, elle s'est en quelque sorte, elle a mis la peau de mouton pour qu'on ne voit pas celle du loup. Et quand elle nous fait le numéro où, bah, moi, elle n'a plus rien à voir avec rien, l'Europe, elle est d'accord, etc., on voit bien que les deux conviennent. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, dans la manifestation d'hier, il ne faut pas oublier le texte qui y appelle. Et ce texte ne fait pas que dire l'extrême droite est un danger pour notre pays. Il dit que M. Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a raison d'une loi par an, soit sur le terrorisme, soit sur la sécurité, soit sur l'immigration, alors qu'il lit les deux, tous les ans a durci les conditions de la loi dans notre pays. Le Conseil d'État qui a retoqué une partie du texte sur le maintien de l'ordre et notamment l'interdiction de nasser. Vous n'avez pas réagi, je crois, sur ce sujet. J'ai plus le temps de réagir. Je dois réagir à 100 trucs à la fois. Imaginez-vous ce qu'a été ma semaine. C'est la preuve qu'on est bien dans un état de droit. C'est la preuve, en tout cas, que j'avais raison. Et je me permets de vous le dire. Parce que n'ai-je pas entendu pour avoir dit que les méthodes de maintien, soi-disant de maintien de l'ordre, qui étaient en fait une série de provocations du préfet l'allemand, étaient des méthodes qui conduisaient à la violence. Le nassage conduit à la violence. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas sur ce plateau que j'avais expliqué en quoi consistait le nassage. J'avais donc raison. Et je vais vous dire autre chose encore. Voyez-vous, hier, il y a une autre tactique policière qui a été appliquée. Il y avait beaucoup de policiers. On ne les voyait pas, ils étaient à la fin de la manif. J'ai vu personnellement passer au moins 10 motocyclistes voltigeurs. Heureusement, ils ne sont pas entrés dans la manifestation. Il n'y a eu aucun incident. Par conséquent, on voit bien que les techniques de maintien de l'ordre, qui sont des techniques qui misent sur la paix civile, sont plus efficaces que les techniques où on considère que le manifestant est un ennemi. Ce qui est la pensée de M. l'Allemand. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je vous ai demandé si vous pensiez qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'était la même chose. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle vous renvoie dos à dos Marine Le Pen et vous. Elle dit qu'elle s'abstiendra en cas de deuxième tour. Si c'est vous et Marine Le Pen, il faut faire barrage, selon elle, à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'était le but de la manœuvre de la semaine passée, dans certains milieux politiques. C'est ce qu'on appelle couper l'omelette aux deux bouts. Vous avez des gens qui essayent de construire une omelette où il y a les gens raisonnables au milieu, qui sont pour l'Europe et contre les musulmans, et puis des deux côtés, les extrémistes. Bon, ne tombons pas dans ce panneau. Madame Pécresse commet une grave et lourde faute morale. Parce que, quelle que soit l'ampleur de ces désaccords avec moi, elle ne devrait pas parler comme ça. Parce qu'elle sait très bien qu'il y a une différence fondamentale de nature entre un humaniste et un membre de l'extrême droite. Est-elle obligée de dire ce qu'elle voterait? Par exemple, si vous me demandez, je ne vous le dirai pas. Je dirais, je ferai comme à l'élection présidentielle. Si je vous demande, par exemple, si le second tour, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen... Voilà. Alors, je ne vous répondrai pas pour deux raisons. D'abord, parce que cette manière d'installer comme une évidence un deuxième tour qui n'a pas lieu, et qui n'aura pas lieu, et à la fin finit par être lassant. Alors on passe son temps à s'expliquer. Vous voyez, là je perds encore 2 ou 3 secondes. Moi, la dernière fois, comment ai-je fait? J'ai dit, je le rappelle, parce que mes propos, là encore, ont été arrangés et bien tordus dans tous les sens. J'ai dit, il ne faut pas une voix pour Mme Le Pen. Mais je ne donne pas de consigne. Parce que vous ne m'avez pas donné cette autorité. Rappelez-vous qui j'étais, le chef d'un mouvement qui venait de naître. Et donc, nous avons ouvert, laissez-moi finir, nous avons ouvert sur le site des Insoumis la possibilité de dire s'il fallait s'abstenir ou s'il fallait voter pour M. Macron. Voilà ce que nous avons fait. Par conséquent, pour moi, je ne vous dirai jamais ce que je ferai à l'élection au deuxième tour, mais je ne dirai certainement pas que je m'en fiche de savoir si on vote pour Mme Le Pen ou pour quelqu'un d'autre. C'est pour 2022, et là, dans quelques jours, ce sont les élections régionales. Vous avez déjà expliqué que pour vous, le Front républicain, ça n'a pas de sens. Alors, donc, commençons par dire... Je vous repose la même question dans le cadre... Non, mais pourquoi pas. Ces choses-là vont se décider régionalement pour une raison très simple. C'est que nous avons souhaité, nous les Insoumis, un accord général dans toutes les régions. Ça n'a pas été possible.
Et parmi ceux qui ont décidé que ça n'était pas possible, il y a notamment Europe Écologie Les Verts, qui a réclamé partout la tête de liste en nous disant « de toute façon, ça se décide localement ». C'est donc localement, régionalement, que ça va se décider. Et je ferai comme tout le monde, si on me demande mon avis, je le donnerai aux intéressés, mais c'est à eux d'assumer la situation. Voyez-vous, par exemple, en région, dans ma région, en PACA, l'Europe Écologie Les Verts a décidé qu'ils ne voulaient pas d'insoumis dans leur liste. Nous avons donc été expulsés. Nous avons décidé de ne pas aggraver le désordre local, parce qu'il y a quand même 2 listes dirigées par des Verts. Et donc, je laisse à ces génies de la stratégie la responsabilité de dire ce qu'il faut faire au 2e tour, parce que c'est eux qui ont créé cette situation. 2022, Éric Zemmour laisse planer le doute sur une candidature à l'élection. Est-ce que vous la redoutez? Et pour vous, ça représenterait quoi? Je ne suis pas concerné par tout ça. Moi, je sais qu'en 2022, je me présente avec un programme qui est connu maintenant. Quoique j'ai encore vu certains dire qu'il n'a pas de programme, ce qui est quand même incroyable dans ce pays, le temps qu'il faut pour faire admettre une idée. Alors, voyez-vous, je crois que ça me permet, c'est peut-être le moment d'en parler, excusez-moi, je ne sais plus où on en est de notre... On va y venir. Ah bon, donc c'est pas maintenant. On va parler du progrès social et humain. D'accord. Je l'ai entre les mains, mais j'avance, je déroule un peu le fil. Par rapport au Rassemblement national, vous, à l'extrême droite, à ces idées, il y a eu cette manifestation hier, on voit bien que chacun essaie de voir comment se positionner. Gérald Darmanin, lui, il a dénoncé la marque satanique que représenterait une victoire du RN cette semaine. Et ça vous fait sourire. La rediabolisation, est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne sais pas, mais ce qui m'a fait rigoler, c'est satanique, parce que c'était la semaine où on me traitait de complotiste. Alors quand même, qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme expression qui malvenue? Regardez bien cette semaine, voyez-vous, parce que je veux vider cet abcès, parce que j'ai décidé de le faire au moment qui me convenait, et pas au moment où j'en étais sommé. La semaine dernière, on a eu une belle émission avec la France Inter, avec 4 de vos collègues, qui sont expérimentés, qui ne passent pas pour des perdreaux de l'année, et personne n'a vu dans ce que j'ai dit matière à provoquer le scandale qui a eu lieu. Ensuite, 2 militants politiques du printemps soi-disant républicains, qui sont en fait des gens qui combinent avec l'extrême droite, et une dirigeante socialiste en sont pris à moi. Le soir, moi j'étais occupé. Il y avait les élections dans le 20e arrondissement. Et puis, le lendemain, il y a eu Papacito. Donc, je ne réponds pas aux sommations du jacassin médiatique. Et puis, quand même, il a bien fallu que j'admette que ça montait toute la semaine. On m'a donc traité de complotiste. Je le redis, je ne suis pas complotiste, je ne le serai pas, et je n'ai pas de raison de l'être, parce que là, la réalité me donne de quoi... Puisque on y va. Non, bah non, je vous dis ça parce que c'est pour terminer la séquence. Je rappelle à nos téléspectateurs. Sur France Inter, vous déclarez, vous verrez que dans les dernières semaines de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Et vous avez affirmé qu'à chaque élection présidentielle, un événement gravissime venait perturber le jeu pour permettre de montrer du doigt les musulmans, inventer une guerre civile, ajoutant que tout ça s'est écrit d'avance. C'était il y a une semaine après. Est-ce que vous comprenez que ces propos aient pu choquer certains? Non, je pense que c'est un montage pur et simple. Mais attendez, attendez une seconde. On va donner des noms, ne vous inquiétez pas, il y aura des noms. Mais je pense que c'est un montage. Voyez-vous, un peu avant, j'étais islamo-gauchiste. Avant, j'étais anti-flic. C'est-à-dire que toutes les occasions, sur un mot, de me pourchasser, sont les bonnes. Quand je dis « il y aura », parce que c'est toujours comme ça. Pour vous répondre, je vais reprendre les propos de Matthias Felk, ministre de l'Intérieur socialiste, qui déclarait dans un discours devant les préfets, pas devant ses amis dans un banquet républicain, le 5 avril 2017. Les élections constituent une cible pour des terroristes qui cherchent à déstabiliser le pays. Plus la date de l'élection approche, plus notre vigilance doit être forte, et Matthias Felk, ministre de l'Intérieur socialiste, en avril 2017, dit « N'oublions pas qu'en 2012, les tueries de Toulouse et de Montauban sont intervenues en pleine campagne. » Donc, pourquoi n'a-t-on pas fait un procès de complotisme à Matthias Felk? Alors, Bernard Cazeneuve, lui, démontrait ce que moi je dis. Quand ce type d'événement a lieu, c'est immédiatement exploité pour créer de l'émotion, de l'angoisse et montrer du doigt les musulmans. Bernard Cazeneuve disait, lui, il accusait Marine Le Pen et François Fillon d'exploiter sans vergogne la peur et l'émotion à des fins exclusivement politiciennes. Ont-ils raison ou pas? La semaine dernière, sur France Inter, a été interrogé un spécialiste, M. Jérôme Fourquet, de l'agence IFOP, qui dit, lui, oui, c'est vrai, ça a fait changer la première fois 4%
de vote. Et la deuxième fois, 8%. Mais, dit-il, il faut relativiser. J'admets qu'on relativise. Mais enfin, on parle dans le premier cas d'1,5 million de suffrages et dans le deuxième de presque 3. Donc, changer 3 millions de suffrages ou 2 millions de suffrages, pardon de vous dire que ça a une importance dans une élection. Alors, ce qui a été retenu cette semaine, certains disaient que éventuellement les terroristes choisissent un moment pour brouiller le plus possible le paysage politique français. Ça s'analyse. Vous avez beaucoup publié des articles de presse montrant, recensant les faits divers qui ont pu changer le cours d'une campagne. Mais ce qui a été noté, interprété, si on rentre un peu dans le détail, c'est que vos propos dans cette déclaration interviennent dans le cadre d'une démonstration sur le système qui invente des présidents sortis du chapeau. Vous dites un candidat que le système invente, vous prenez l'exemple d'Emmanuel Macron et vous évoquez un vous évoquez un système oligarchique en disant de même que vous verrez dans la foulée que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ce qui a laissé penser à certains que ce qui a été compris par beaucoup même, c'est l'agenda du système qui fait que ces attaques sont perpétrées quelques jours avant. Alors, je vais d'abord vous clarifier, dire les choses comme elles doivent être dites. Les attentats sont décidés par des assassins et des terroristes. C'est eux qui décident. Ensuite, le système utilise cette situation. Mais ceux qui sont les responsables des attentats, ce sont les terroristes et personne d'autre. Vous ne dites pas qu'un système est à l'origine de cet agenda. Mais pourquoi dirais-je une chose pareille? Ce n'est pas vrai. C'est bien, les assassins sont les assassins. Mais moi, Madame Kerouer, pardon, mais balayez devant votre porte, là, la profession. Parce qu'en 2012, sur l'affaire de l'assassin Mera, c'est pas moi qui ai inventé que c'était un agent du renseignement intérieur. C'est M. Bonnet, ancien directeur des services de renseignement, qui a dit que M. Mera était un de ses agents. Il a été immédiatement démenti par celui qui était directeur des services à ce moment-là, M. Squarcini. Donc, puisque le directeur avait démenti, pourquoi les autres journaux ont-ils éprouvé le besoin, pendant une semaine, de revenir sur cette affaire et de s'interroger? Et même le grand journal Le Monde a mis en titre « M. Mera aurait découvert qu'il était manipulé par le renseignement intérieur ». Par conséquent, c'est ces citations-là qu'il faudrait mettre là. Vous savez ce qui a choqué dans ma phrase? Je vais vous le dire. C'est que certains, notamment du printemps républicain, n'ont pas supporté que je dise que tout ça sert à montrer du doigt les musulmans. Parce qu'ils sont dans une attitude d'hystérie par rapport aux musulmans. Et donc, là, vous voyez comme vous faites, Madame Kerouer, je le comprends. Mais alors, on analyse chacun de mes mots. Alors, j'ai été prof de français. Ça me permet de tenir le choc. C'est un montage qui fait contre moi. Parce que je dis nanana, nanana, nanana. De même, vous avez vous-même souligné de même. De même n'est pas égal. De même n'est pas donc. De même ne signifie pas donc. Vous avez compris? Donc, ça, c'est un prof de français qui vous le dit. De même, vous verrez qu'il y aura des incidents, parce qu'il y en a eu à chaque élection. À l'instant où je vous parle, mes amis qui m'écoutent mettent en circulation un tweet où on récapitule toutes les dates de tous les attentats qui sont tombés dans des élections. J'ai donc le droit, comme responsable politique, de dire attention à ces façons de tromper tout le monde par des événements qui viennent annuler une élection. Quant aux victimes, je me sens obligé de redire que j'éprouve pour elles toujours la plus vive compassion. Comment pouvez-vous en douter? Pourquoi a-t-on été chercher ces pauvres? Pardonnez-moi, je doute pas, mais vous avez renouvelé l'expression de votre compassion pour les victimes. Vous l'avez dit. Que faire de plus? Mais je vais quand même vous poser la question. Oui. Est-ce que vous comprenez qu'elle ait été choquée, puisque, par exemple, Latifa Ibn Ziaten, elle n'est pas la seule, dont le fils militaire a été tué par Mohamed Merah, et elle a jugé vos propos inadmissibles sur Twitter. Elle a tweeté sur le sujet. En gros, après une semaine, vous lui dites quoi? Eh bien, la même chose, que je comprends sa douleur et que je sais très bien que c'est le genre de sujet qui ne peut que la raviver. Et je lui redis donc ma compassion d'être humain. Comment pourrait-on croire que ça m'est indifférent? Croyez-vous que moi, je ne sois pas père de famille et grand-père? Je le suis comme tout le monde, donc je ressens d'une manière terrible la violence de ces attentats, et en particulier, ce Mera a tué des enfants qui étaient hors d'état même de comprendre ce qui leur arrivait. Cette violence-là, elle me percute comme tout le monde, et je comprends que les gens soient indignés. Mais ce qui m'indigne encore plus, c'est que certains aient utilisé mes formules pour dire « Mélenchon a dit que… » tout ça, et alors les gens, ils réagissent à ça. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en voudrais jamais. Ils peuvent dire ce qu'ils ressentent le besoin de dire, et j'écouterai avec leur douleur parce que je la comprends. Je la comprends comme moi-même, je suis sensible à la douleur de mes camarades
quand, par exemple, on en assassine à peu près 10 par semaine en Colombie, et que, hélas, dans la presse de mon pays, on n'en dit pas un mot, parce que c'est plus intéressant de parler du Venezuela, où on ne tue personne, que de la Colombie. Vous parlez dans votre déclaration des faits avant, il y a des attentats, mais vous parlez aussi de Papivoise. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Mais les gens ne savent même plus pourquoi. Avant Je veux que les 2002. téléspectateurs se rendent compte de cette histoire. Nous parlons là maintenant, les gens, de quelque chose qui s'est passé en 2002. Ouais. Donc je vais vous le raconter. Je vois qu'on m'a invité pour parler de choses sérieuses. Donc je vais entrer dans les détails. Nous avons appris le samedi, je crois, de l'élection présidentielle, qu'un vieux monsieur avait été battu, frappé, et sa bicoque mise en feu. Et pendant 2 jours, avant le premier tour de l'élection, on nous a parlé que de ça. Et évidemment, la question de la sécurité, etc., a été jetée à la figure de Lionel Jospin. Ça a modifié le vote, je pense, d'un certain nombre de gens. Et Lionel Jospin n'a pas accédé au 2e tour à 2 voix par bureau de vote. Comment voulez-vous que je ne rappelle pas dans la liste des événements qui ont marqué des élections présidentielles cet événement-là? Je ne le mets pas sur le même plan que l'assassin Mera, mais je le cite en faisant la liste de ces attentats. Celui qui, à Lyon, a fait un attentat et qui a dit « je le fais parce que c'est les élections », je ne peux pas passer à côté de ça. Je vous ai lu il y a un instant la déclaration du ministre de l'Intérieur, socialiste, disant « plus on s'approche des élections, plus on doit faire attention parce qu'elles sont manipulées par les terroristes ». Il y a un autre point, et je sais que ça vous met en colère, non. Mais j'y vais quand même parce que... Vous savez, j'ai tout subi, tout supporté, alors bon, c'est pas une cuillère de plus qui va changer le goût du baril. On reprend les choses jusqu'au bout, et ensuite on passe vraiment à la suite, mais quelques jours plus tard, à nouveau, vous avez été accusé de complotisme pour des propos tenus. Et oui, ça vous fait souffler. YouTube, le 3 juin dernier, un extrait qui a été exhumé. Vous revenez sur la panne d'Orange, qui est intervenue le 2 juin, les numéros d'urgence qui ont été inaccessibles, et vous trouvez ça suspect, vous dites qu'ils sabotent, voilà comment ils travaillent, eux ils sabotent, ils font des choses, et puis ils les montent en épingle pour vous montrer pourquoi il faut du privé. Donc je vous pose la question. Accusez-vous le système. C'est tout ce que vous avez trouvé dans la semaine, il n'y a pas encore autre chose? Oh non, 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 parce que j'étais à Saint-Claude défendre l'emploi dans une usine où les gens fabriquent de l'aluminium, et j'ai aussi beaucoup parlé. J'ai dit aux gens, vous êtes victime d'un système qui vous détruit, alors vous n'en êtes pas coupable. Là aussi, ça peut être considéré comme du complotisme. Je crois que j'ai dû dénoncer le patronat, le capitalisme. Pour répondre à ça définitivement, sur cette vidéo Mais ça ne d'Orange... sera pas définitif, Madame Carrouard, vous le savez aussi bien que moi. La calomnie est faite pour ça. D'abord, islamo-gauchiste, je retrouverai complotiste. C'est utilisé aujourd'hui dans l'élection régionale, vous le savez comme moi. Les gens de droite, de l'extrême droite, ou de la droite extrême, disent, à chaque fois que mes amis sont dans une liste, ils disent « mais leur responsable est un complotiste ». C'est utilisé pour ça. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Alors sur Orange, j'ai fait ce que font des dirigeants de gauche depuis, disons, un siècle. C'est-à-dire qu'on met en cause le système. Et il est vrai que le système commence par désorganiser pour ensuite montrer du doigt. Et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la assez brillante explication qu'avait donnée le monsieur Bayou de la façon avec laquelle avaient été déréglés d'autres systèmes pour ensuite être privatisés. Donc, ça n'est pas une nouveauté. Par contre, Madame Carrouard, permettez-moi de dire une chose. Je suis trop avisé philosophiquement pour ne pas comprendre que mes adversaires, je parle de l'extrême droite, qui sont eux aussi des gens qui réussissent un tour de force. Chaque fois que quelqu'un mettra en cause un effet de système, vous comprenez ce qu'est un effet de système, vous le comprenez, je le dis aux gens. Un effet de système, c'est quand l'ensemble détermine un résultat ponctuel d'une partie. D'accord? Un effet de système. Le capitalisme est un système. Il y a donc des effets de système. La violence sociale dans laquelle nous vivons. Donc, chaque fois qu'on dénoncera un effet de système, vous aurez quelqu'un pour faire le petit malin et venir dire « Ah, c'est du complotisme ». Donc, attention à ce que l'obscurantisme, qui aujourd'hui couvre tant de terrain, n'aille pas en plus empêcher la pensée rationnelle. Est-ce qu'à la fin de la semaine, vous pensez que tout cela peut laisser des traces politiquement, cranter une désunion de la gauche ou mettre à terre définitivement l'hypothèse d'une union de la gauche, parce que vos propos ils ont été remis en question par Olivier Faure, Fabien Roussel ou encore Julien Bayou? Est-ce que c'est vraiment nouveau pour vous? Ces gens me combattent depuis toujours, ils continuent. Je leur reproche une certaine bassesse, parce que c'est stupide de leur part de ne pas comprendre que leur tour viendra, que ce qui m'est fait a toujours été fait aux autres, à moins qu'ils soient devenus si insignifiants qu'on n'y pense pas. Mais
ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça va laisser des traces. On explique à des millions de gens que je suis le diable en personne, que chaque fois qu'il y a un problème, c'est de ma faute, que je suis un islamo-gauchiste, moi qui ne suis ni musulman ni gauchiste et qui ne l'ai jamais été, que je suis un anti-flic, moi qui ne le suis pas. Mais oui, j'assume d'avoir dit que je réformerai, président de la République, la police de fond en comble, parce que telle qu'elle est là, ça ne me convient pas et ça ne me paraît pas conforme à l'intérêt général. Si je poursuis sur la question Oui. de la gauche, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je sais pas. Arnaud Montebourg, il a dit sa disponibilité cette semaine pour une candidature unique en 2022. Et il vous appelle, vous, Jean-Luc Mélenchon, à vous retirer. Et puis, il y va fort. Pour lui, vous avez été une solution en 2017. D'ailleurs, il dit avoir voté pour vous. Et vous seriez aujourd'hui le problème, incapable de rassembler face à Marine Le Pen. Vous perdriez. Le pays n'est pas mélenchoniste. J'arrête là. Vous lui répondez quoi ? Rien, parce que je souris et je suis rassuré. La dernière fois, déjà, il m'avait demandé de me retirer. La dernière fois, en 2017, il avait déjà appelé à voter pour M. Hamon et apparemment, il ne l'a pas fait. Et puis, vous voyez comment ça s'est fini. Il a voté pour moi. Donc, cette fois-ci, il dit que je dois m'en aller, mais à la fin, il votera pour moi, vous verrez. Je vais vous poser une question un peu plus, une parenthèse. On s'est dit tout ça, hein. On parle de tension sur le fond, maintenant aujourd'hui aussi sur la forme. Arnaud Montebourg dit que vous devez renoncer. Est-ce que ça vous arrive de vaciller ? Est-ce que parfois, le renoncement, pour plein de raisons, vous passe par l'esprit ? Mais enfin, écoutez, j'ai pas de raison de vaciller. Je suis au double du nombre des intentions de vote de mes concurrents socialistes et d'Europe Écologie Les Verts. Au triple du nombre des intentions de vote de M. Montebourg et 19 fois plus que... non, pas 19 fois, 12 fois plus que M. Roussel. Pourquoi ce serait moi qui vacillerais? C'est eux qui devraient se poser des questions. Ils devraient se dire, après tout, puisqu'on nous dit que tout est perdu, ils croient tous que tout est perdu, pas moi. Moi, je pense que je vais gagner et je vais faire ce qu'il faut pour ça. Mais eux, ils pensent que c'est perdu. Ils devraient dire, puisque c'est perdu, allons voir cet homme. Et puis, peut-être, discutons du programme. Parce que mon avantage sur eux tous, c'est que moi, j'ai un programme. Et je ne suis qu'un programme, l'Avenir en commun, qui a été rebrassé à plusieurs reprises. Avez-vous vu comment M. Faure a réagi à ce sujet? Il dit, mais il dit que c'est le Nouveau Testament. Cette ironie est très mal placée pour les chrétiens d'une part, et d'autre part pour moi. Parce que non, je ne dis pas que c'est le Nouveau Testament. J'ai proposé à Olivier Faure d'en parler. Et puis, il ne m'a jamais répondu. Donc, j'en ai tiré la conclusion que ces gens ne veulent pas de l'union. Et d'ailleurs, elle n'est pas possible. Mais je vais vous donner un exemple. Ça, c'est eux. Mais vous, est-ce que vous doutez parfois? De quoi? Mais je ne suis pas. C'est pas Madame Carouer, vous aussi, des fois, vous doutez. Oui. Vous demandez ce que vous foutez le dimanche à faire des émissions au lieu d'être avec vos gosses. Bon, moi, c'est pareil, je suis comme vous. Il y a des moments où je me dis, mais comment j'ai été me mettre dans une galère pareille? Bon. Et puis, mais mon rôle, c'est pas d'hésiter, de vaciller, d'étaler mes tripes frumantes à tout propos. C'est d'assumer la responsabilité. Je l'assume, je le fais avec tout mon cœur, toute mon intelligence si j'en ai. Je travaille, je bosse, j'organise, je joue mon rôle au milieu d'une équipe, parce que quand même maintenant, mon effort est moins grand qu'auparavant. Je suis entouré de 23 autres parlementaires. Tout le monde a vu la jeune génération des parlementaires insoumis, ils sont brillantissimes. Donc nous sommes capables de gouverner. J'ai moins d'angoisse que la fois d'avant, où je me demandais aussi des fois, est-ce qu'on allait y arriver? Jean-Luc Mélenchon ira jusqu'au bout. Mais ai-je une seule raison de ne pas le faire? Pardon, Madame Carouer. Et je m'adresse à ceux qui m'écoutent à cet instant, et à ceux qui sont dans l'opposition à M. Macron, et à ceux qui sont dans le rejet de la société dans laquelle nous vivons, qui ne l'aiment pas à cause de sa brutalité, son égoïsme, sa bassesse. Est-ce que vous comprenez que vous avez un instrument politique? C'est le programme L'Avenir en commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon. Puisque vous considérez que tout est perdu, du moins aidez-moi à ce que les gens qui, comme moi, veulent se battre, tiennent le coup. Voilà. Et est-ce que ces derniers jours renforcent tout ça? Ni l'un ni l'autre. Je fais mon travail. J'ai été heureux de voir comment nous nous sommes bien déployés tous. J'ai été heureux de voir mes camarades partout sur le terrain défendant leurs idées. Et voilà, je n'ai pas eu de doute sur ce sujet, Madame Carouer. Ouais. J'ai eu peut-être du doute à me dire par quel bout dois-je prendre cette question pour ni la dramatiser, ni non plus faire comme si ce n'était rien, parce que je sais, armé que je suis de toute mon expérience, pas seulement française, mais internationale, que nous sommes en danger si nous laissons faire l'extrême droite. Si tout le monde s'y met pour dire ça, non, comme autrefois, par exemple, M. Chirac,
était un mur en face de l'extrême droite. Un mur. Il ne cédait pas un mètre. Je cite M. Chirac parce qu'il n'est pas de mon camp. Eh bien, quand nous faisions tous ça, il n'avançait plus. Je parlais de Arnaud Montebourg qui met en avant la stratégie du bloc populaire. Ça devrait vous parler parce que vous parlez de la stratégie de l'Union populaire. C'était encore le 6 juin sur votre blog. Mais en fait, là encore, une question très simple. C'est quoi l'Union populaire? L'Union populaire, c'est ni droite, mais ni gauche également. Est-ce que, parce que je lisais une interview de vous à l'occasion de la sortie de votre livre que j'ai montré tout à l'heure, dans Le Monde, je vais le remontrer, c'est député du peuple humain. Et la question vous est de poser, de savoir si vous avez renoncé au populisme, en fait. La question, c'est la défaite de Podemos aux élections à Madrid. Est-il le signe que le moment populiste est passé? Vous-même semblez avoir abandonné cette stratégie et vous y répondez, j'ai été contraint de faire un pas de côté, car toutes les mains tendues sont restées dans le vide. Non, mais justement, je parlais de leur union de la gauche, là. Oui. Toutes les mains que j'ai tendues, j'ai dit faisons un front populaire, faisons une fédération populaire. Tout le monde m'a envoyé balader, pas question, pas avec toi, on ne veut pas te parler, etc. Et puis ça donne, nous faisons l'union dans le Nord et on nous jette dehors des élections départementales. Bon, pareil pour PACA. Donc, si vous voulez, toutes ces mains que j'ai tendues n'ont servi à rien. Par conséquent, je ne me vois pas continuer à jouer de la mandoline comme ça. Donc, je demande qu'on entende bien ma stratégie. Vous parliez du bloc populaire. Le bloc populaire n'est pas une invention de M. Montebourg, ce sont deux économistes qui ont fait un texte là-dessus, il appelait ça même le bloc bourgeois, et je me suis beaucoup intéressé à leur travail. Ça correspond à l'idée que je me fais. La société française a été socialement explosée par les contrats à durée déterminée, par le chômage, par la précarité. Ces superstructures politiques ont volé en éclats en relation avec cet émiettement, qui concerne aussi bien la droite que la gauche. Il faut donc reconstruire un pôle stable qui est capable de porter un projet de société. Monsieur Macron en portant pour la droite, bien. Madame Le Pen en portant pour l'extrême droite. Alors elle, l'ennemi, ce sont les immigrés, les arabes et les musulmans. Pour lui, c'est les travailleurs qui sont des feignants qui ne veulent pas travailler. Et la gauche. Et nous devons le reconstituer sur ce que nous avons été historiquement. Je dis nous, je ne parle pas qu'à gauche, parce que plein de gens se posent des questions, aussi bien des gens de gauche que des gens de droite, c'est-à-dire à partir de leur vécu. Donc l'union populaire, ça peut être des fois empêché par l'union de la gauche. Je vous donne un exemple. Nous avons 9 Français sur 10, parce que nous avons fait faire des sondages, qui sont pour augmenter le SMIC. 9 Français sur 10 qui sont pour instaurer une garantie d'emploi. 9 Français sur 10 pour interdire le glyphosate. Ces 3 points chacun nous distinguent des uns ou des autres. Mais ils permettent de rassembler 9 Français sur 10. 6 Français sur 10 sont pour passer à la 6e République et la semaine de 4 jours. 7 Français sur 10, 8 Français sur 10 sont pour taxer les profiteurs de crise, rétablir l'impôt de solidarité, interdire la publicité sur les produits polluants. Ça veut dire qu'il y a bien un programme qui peut rassembler une masse de Français et qui fasse la synthèse entre les objectifs que la gauche a portés historiquement et les objectifs que les écolos portent parfois plus ou moins bien. C'est-à-dire faire tourner l'économie du pays pour qu'elle se dirige dans la bifurcation écologique et que tout le monde travaille. La garantie d'emploi doit être donnée parce qu'il y a des millions d'heures de travail qui ne sont pas faites. Et le plein emploi, vous le redites dans le Progrès social humain, parce que vous publiez des cahiers régulièrement, le plein emploi doit permettre de financer votre système de retraite. Bien sûr. C'est 60 ans, taux plein pour 40 annuités de cotisation, vous le réécrivez à nouveau. Une fois n'est pas coutume, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pourriez être d'accord avec le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui dit, en fait, on ne fait pas une réforme là maintenant comme ça, faisons un débat lors de l'élection présidentielle, chacun met ses propositions sur la table et parlons-en. Et est-ce que vous dites, effectivement, Geoffroy Roux de Bézieux, faisons-le, j'ai mon programme, on y va. Mais évidemment, parce que pourquoi? Monsieur de Bézieux est un type sérieux, il est responsable du MEDEF. Le jour où je serai élu, il va bien falloir que je trouve un compromis avec eux. J'ai jamais dit, moi, que j'allais nationaliser tout ce qui bouge dans ce pays. Si vous voulez ça comme programme, je ne le méprise pas. Hein. Mais ceux qui veulent tout nationaliser, ils votent pour les organisations classiques de l'extrême gauche. Je ne suis pas de l'extrême gauche, je pense faire avancer les choses en proposant un modèle d'économie mixte dans lequel le collectif trace la voie et dit de quel côté on va. Moi, ce que j'apporte aux entreprises, c'est de la visibilité. Avec moi, ils savent où on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel domaine on va développer les choses? Donc, ils vont peut-être pouvoir commencer à investir. Parce que si je donne du boulot à tout le monde,
Raisonnons en économie, en macroéconomie. Si, supposez, on va essayer de le faire, tout le monde travaille, 53% de la croissance, c'est de la consommation populaire. Alors, il ne faut pas consommer n'importe quoi, il ne faut pas faire la croissance n'importe comment, on sait que le productivisme a des limites. Mais si ces gens étaient là, ayant une paye, alors ils achètent, ils orientent la production en satisfaisant certains produits plutôt que d'autres. Madame Kerouac, si nous passons à l'agriculture bio, par exemple, nécessairement les produits alimentaires coûteront plus cher. Dès lors, il faut augmenter les payes pour que les gens puissent suivre le mouvement. Si nous augmentons les payes, nous augmenterons les cotisations sociales et nous faciliterons la circulation, le cercle vertueux. Vous connaissez la grande question, parce que vous publiez les cahiers. Oui, oui. On est dans une période de grand pragmatisme aussi, sortie de crise, oui. relance, économie. Et la grande question, souvent, c'est comment on finance. Bien sûr. Donc comment on finance Absolument, mais je vais vous répondre. Ça vaudrait ouais. qu'on y consacre une émission, vous l'acceptez mais comme comme idée. on doit aussi mais bien parler sûr. d'autre chose. Mais si vous voulez, ceux qui nous ont fait des leçons en nous posant ce type de questions dans le passé, avec un air supérieur, comment vous financez ça? Ils ont quand même planté le système d'un bout à l'autre. Ceux qui ont fait des grandes prévisions stratégiques, regardez sur la retraite. Ils avaient prévu un déficit de 25 milliards. Ils se sont trompés de 12 milliards. Excusez du peu. Il manque 13 milliards. Si on appliquait une seule des mesures, pas une mesure bolchevique, payer les femmes comme les hommes, à travail égal et à qualification égale, il n'y aurait plus de déficit, il y aurait un excédent de 5 milliards. Alors, moi, je ne supporte plus les leçons de ces gens qui se sont trompés tout le temps et qui continuent à poser des questions absurdes. Avec quoi paierons-nous la retraite à 60 ans? Eh bien, je vous le redis, nous la paierons en faisant en sorte que les femmes travaillent et soient payées comme les hommes. Nous le ferons, etc., etc. Il y a une série de mesures que j'ai dit, répétées 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et que vous répéterez peut-être lors d'un grand débat, donc lors de l'élection présidentielle, si effectivement il doit avoir lieu sur le sujet. Mais Madame Carrère, bien sûr, regardez une chose. Tout à l'heure, vous aviez le président du Cercle des économistes sur le plateau en face de M. Langlais. Alors on dit, il dit des choses sensées. Il dit la dette privée est plus inquiétante que la dette publique. Ah ben oui, c'est vrai. Donc, si demain, les entreprises à qui on a fait un emprunt garanti par l'État ne peuvent plus payer, supposons que ça se produise, c'est bien de la dette privée dont nous parlons là. Qui va venir à la rescousse? Qui? L'État, par la force des choses. Donc il vaudrait mieux désendetter l'État pour qu'il puisse venir à la rescousse s'il y a besoin. Mais comment le désendetteront si on n'annule pas la dette? Que dit monsieur le président du Cercle des économistes? Il dit « Ah non, non, c'est une solution naïve ». Et que trouve ensuite ce grand génie? Langlais l'interroge, lui dit « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Ah ben, ça sera une crise. » Ben moi, j'essaye d'éviter qu'il y ait une crise. Je ne veux pas qu'il y ait de crise. Je ne veux pas qu'il y ait le chaos partout. Je veux que nous avancions dans des cadres organisés, structurés, disciplinés, prévisibles. Donc, on doit discuter de l'annulation de la dette publique. Voilà, M. Lorenzi dit « Ah ben si on annule une dette, les gens ne voudront plus prêter des sous. » Mais personne n'a prêté cet argent. C'est l'argent de la Banque Centrale Européenne. Moi aussi, je me permets d'avancer. Le temps nous est compté. Oui. On a passé du temps à discuter Mais il y a des sottises des autres émissions. On a encore d'autres sujets. Par exemple, dans l'actualité aujourd'hui sur cette antenne, le général Lecointre, le chef d'état-major des armées, a annoncé qu'il quittait ses fonctions. Il veut éviter une politisation de la fonction. En gros, il se dit, si je pars après 4 ans, ainsi je ne serai pas associé au mandat d'un président, en l'occurrence Emmanuel Macron. Écoutez, moi je ne connais pas ces raisons. D'abord, je veux lui rendre hommage parce que cet homme n'a pas eu peur d'assumer ses responsabilités. Et sa responsabilité, c'est de faire que l'armée ne se mêle pas de politique. Les militaires eux-mêmes votent évidemment, comme tout le monde. Ils ont une opinion, ils s'abonnent à des journaux. Ils peuvent, en civil et sans faire du tam-tam, participer à des réunions publiques. Bon. Mais les militaires n'ont pas à entrer dans le débat politique. Et si je suis élu, ils n'y entreront pas et je punirai ceux qui feraient le contraire. Est-ce que lui l'a fait? Alors lui, ce qu'il a eu le courage de faire, c'est de dire ce que je suis en train de dire, moi, avec un peu plus de vigueur et avec un ton un peu plus polémique que lui, qui l'a fait d'une manière sérieuse. Bon, il a dit, l'armée ne se mêle pas de politique. Pourquoi l'armée ne doit-elle pas se mêler de politique? Parce que c'est sa cohésion qui est en jeu. Si dans chaque bataillon, chaque escadron, on commence à s'engueuler pour savoir pour qui on va voter et si la thèse de M. Mélenchon est plus juste que celle de M. Macron, il n'y a plus d'armée. Il faut que chacun sente l'autre comme un frère de combat ou une sœur de combat, puisque nous avons des effectifs féminins nombreux, y compris dans les unités combattantes. Donc, le général Lecointre a fait son travail. Par contre, ce qui est inouï,
c'est que ce soit lui qui le fasse et pas le président de la République. Parce que le chef des armées, c'est le président de la République. Et si je suis le président de la République, je serai le chef des armées et je ne permettrai pas que l'on fasse de la politique dans les armées. Je termine en vous disant que la forme est inouïe. On n'a jamais vu ça. L'État va à volo. Alors maintenant, le chef d'état-major des armées, un homme qu'on estime, hein, vient à la radio pour dire « je démissionne ». Et puis il annonce le nom de son successeur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Malgré tout le respect que j'ai pour le général Lecointre, ça s'est jamais vu. On ne fait pas comme ça, vous imaginez? Alors, si on reste sur la question de l'armée, Barkhane, le retrait annoncé par le président de la République de nos soldats de l'opération Barkhane, progressif encore une fois, avec des discussions à venir et des opérations qui seront ponctuelles pour intervenir. Vous, la France Insoumise, vous avez régulièrement dit qu'il faut poser la question du retrait sur la table. Et vous avez dit qu'il faut des discussions au Parlement sur ce sujet. Ça devrait du coup vous satisfaire. On va voir. Je ne sais pas pourquoi on me demande toujours d'être satisfait de ce que disent les autres plutôt que de moi-même. Parce que, encore une fois, c'est moi qui avais raison, non? Madame Kerouer, oui ou non avais-je raison? Oui, j'avais raison. Parce que continuer comme ça ne nous menait nulle part. Donc ils en conviennent, c'est bien. Je leur donne une bonne image. C'est sympa de ma part, vous voyez, je vous ai répondu. Maintenant, il ne faut pas être aussi loufoque en partant qu'en arrivant. Dès le début, les militaires ont dit une intervention militaire sans projet politique, ça ne marche pas. Il n'y avait pas de projet politique. Et le Parlement français n'a jamais discuté. On a voté une fois et ensuite on est resté 8 ans. On a dépensé 2 millions d'euros par jour sans que ça ait l'air d'émouvoir qui que ce soit. Donc nous, les Insoumis, Bastien Lachaud, qui est notre numéro 1 pour les questions militaires, nous avons dit, écoutez, c'est pas sérieux, il faut qu'on dise dans quelles conditions on s'en ira. On a quand même perdu 50 soldats là-bas, ou 55. C'est pas rien. Et là, je parle des soldats français, mais il faut aussi parler des Maliens qui sont morts. Aussi bien des civils que des militaires. Le Mali appartient aux Maliens, pas aux Français. Nous n'avons pas vocation à être là-bas comme ça jusqu'à la nuit des temps. Donc il faut dire dans quelles conditions on sort. C'est ce que ne fait pas M. Macron. Est-ce qu'il annonce des objectifs politiques qui conditionneraient notre sortie? C'est ça qui est important. Parce que c'est pas tout de dire on va passer la main, ce qu'on ne fera pas, avec ce qu'il a dit, à d'autres. Mais pour faire quoi? Pour mener quel type de guerre? Est-ce que vous ne croyez pas que les 2 millions d'euros, ils auraient été mieux utilisés si avec ces sous-là, on avait payé ces pauvres gens qui sont autour du lac Tchad où le lac s'est vidé, il n'y a plus de travail. Donc tout le monde est au chômage et facile à embaucher pour une armée de mercenaires. Jean-Luc Mélenchon, la question sanitaire, il faut en parler. Est-ce que, question en direct, vous dites qu'il faut maintenant lever le couvre-feu? C'est de moins en moins respecté. On a vu des images de fête, vous les avez vues comme nous aux Invalides. Il y a eu Roland Garros avec la dérogation qui a été accordée. Est-ce que vous dites maintenant il faut le lever? Bon, c'est des choses qui se réfléchissent à 2 fois. Maintenant, la vérité, c'est que plus personne ne comprend rien à la signification des consignes qui sont données. Pourquoi 23 heures? Est-ce qu'on va moins se contaminer à 22 heures ou à 0 heure? Enfin, tout ça paraît assez loufoque. De même, avoir permis que des matchs aient lieu alors que c'était interdit pour les autres, tout ça a donné l'impression que ce n'était pas sérieux et ce n'était pas maîtrisé. Si bien que les forces de la vie, qui elles vont à la liberté, c'est un instinct absolument fondamental, et encore plus fort chez les plus jeunes que chez les plus âgés qui ont peut-être moins envie de sortir le soir et d'aller à la rencontre des autres. Donc il y a là une pulsion de vie qui est très forte. Alors l'autorité n'est respectée que quand elle est respectable. Si les ordres et les contre-ordres s'étant multipliés, plus personne n'obéit, on n'a pas intérêt à laisser ça continuer plus longtemps. Et donc peut-être faut-il se poser la question de lever le couvre-feu, parce qu'à 23 heures, je crois que ça n'a plus beaucoup de sens. De même, je n'ai pas très bien compris les autres consignes, mais je ne veux pas, si vous voulez, être un facteur de pagaille. C'est pas mon rôle de faire ça. Des décisions ont été prises. Je suis, hélas, certains m'en veulent beaucoup, y compris parmi les Insoumis, obligé d'être un exemple pour la discipline. Sinon, je ne pourrais pas, le moment venu, moi-même en réclamer aux autres. Bon. Voilà. Donc je crois avoir dit là l'essentiel, et n'y voyez pas une formule complotiste. Je ne dis pas que les jeunes complotent pour la vie, et je ne dis pas que le gouvernement complote contre eux. Je dis qu'à force d'avoir dit une chose et son contraire, l'autorité n'est plus entendue, et que la pulsion de vie, de toute façon, mes amis, est toujours la plus forte. Un petit peu avant cette émission, déclaration du président de la République à l'issue du G7. Et déclaration notamment sur les vaccins. Le G7 s'engage à 1 milliard de doses partagées. La France, plus particulièrement, va partager 60 millions de doses. Objectif de 60% de la population mondiale vaccinée en 2022. Discussion à l'OMC, Jean-Luc Mélenchon, sur les brevets pour faire des vaccins un bien public mondial.
Est-ce que ça va? Vous allez me dire, je ne suis pas là pour distribuer les bons Mais si. ou les mauvais points, mais est-ce que ça va dans le bon Mais sens? je vais en distribuer un bon point à moi. Parce que quand nous avons commencé, à moi et aux Insoumis, et à mon camarade Ignacio Lula du Brésil, parce que tous les deux, nous avons été les premiers à faire une pétition internationale pour demander la liberté sur les vaccins. Ce sont mes camarades qui ont obtenu un vote positif du Parlement européen. Ce sont les députés, les eurodéputés insoumis qui l'ont fait. Donc nous, on est contents parce que ça avance. Mais on ne se laisse pas berner. Madame Carouard, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien décidé. Nous demandons la levée des brevets, que les gens puissent produire ces vaccins librement, sans payer de royalties à ceux qui les ont mis au point. Ça, c'est rien annoncé. Attendez, madame, ils ont déjà dit, non, madame Carouard, ne prenez pas la responsabilité de dire des choses qui ne sont pas. Après, on vous le reprocherait. Ils ne l'ont pas décidé. Attendez le vote de l'OMC. Vous avez vu que la dernière fois, le président Macron a dit d'un air sublime que oui, il n'y avait pas de problème. Et ensuite, quand ils sont allés à l'OMC, ils ont voté contre l'Organisation mondiale du commerce. Pardon, j'ai eu un petit instant à m'interroger si j'avais employé la bonne formule. Donc, attendez que ce soit fait, parce que ce n'est pas fait. Et ce n'est pas ce qu'il dit. Quand il dit qu'il faut continuer à offrir des vaccins, je suis absolument contre cette vision charitable de l'action sanitaire. Tous les êtres humains doivent pouvoir être vaccinés et chaque État doit pouvoir le faire et mettre en place la production. Sur la vaccination, j'ai une question plus franco-française parce que ça monte malgré tout. Vous voyez cette actualité sur le fait de moins prendre de rendez-vous actuellement, la question du plafond de verre et la question de l'obligation qui revient. L'obligation notamment vaccinale pour les soignants, vous y seriez opposé? C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé, cette fois-ci, pas du commerce, dit qu'il ne faut pas que ce soit obligatoire. Et il s'appuie sur un savoir international. Alors qui suis-je moi pour dire non, ils ont tort, j'en sais plus qu'eux. Ils ont dit qu'il ne fallait pas que ce soit obligatoire. Et attendez, moi j'ai été le premier surpris. Je suis passé comme tout le monde au BCG, j'ai toujours ma petite marque sur le bras. Bon, de même, je sais qu'on ne rentre pas dans certains pays sans être vacciné de la fièvre jaune. J'ai été vacciné de la fièvre jaune. Et il y a bien longtemps, contre le choléra. Et c'était obligatoire. Mais là, ils disent, si c'est obligatoire, ça ne va pas le faire. Et puis, si vous dites que ça va être obligatoire et que vous ne donnez pas le moyen aux gens, parce qu'il n'y a pas assez de vaccins, qu'est-ce qui se passe, Madame Carouard? Ceux qui n'ont pas de vaccin ont juste le droit de se taire et de rester à la maison. Parce qu'on leur dira, ah, vous n'êtes pas vacciné, restez chez vous. Vous ne voyagez pas, vous ne sortez pas. Si vous allez au boulot, ça oui, ça par contre, il faut y aller. Même malade, Donc, franchement, je trouve que ce sont des manières d'interroger la vie qui sont déraisonnables. Ou bien tout le monde est vacciné, et dans ce cas-là, il y a du vaccin pour tout le monde, on commence par ça, et puis, ma foi, le problème est réglé. Mais qu'est-ce qu'on va aller s'inventer une discussion sur est-ce qu'on rend obligatoire quelque chose qu'on ne peut pas faire? Le G7. C'est surtout la politique, donc oui. internationale, la diplomatie. Cette déclaration d'Emmanuel Macron, ce G7 a permis de se constater des différences avec des démocraties devenues illibérales, comme la Russie, ou avec les puissances non démocratiques, comme la Chine, avec une volonté de ne pas céder à aucune naïveté. Et ça s'annonce, pardon, parce que j'ai un chat dans la gorge, avant une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Est-ce que vous dites... Il faut effectivement un dialogue avec Vladimir Poutine, même si le G7 acte le fait que c'est devenu une démocratie illibérale. Et écoutez, vous attendez quoi d'une telle rencontre? D'abord, commençons par dire que ce G7 est quelque chose d'insupportable. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ONU. Pourquoi on se réunirait à 7 pour prendre des décisions que les autres ensuite exécutent? C'est ça la vision qu'on a, nous, Français, du monde. C'est absurde. Ça ne peut pas être notre ligne. Si nous voulons, nous, être indépendants, il ne faut pas se laisser enfermer dans le club des riches et des Américains. Il faut, au contraire, travailler large, donc dans le cadre de l'ONU. Je commence par vous dire ça, parce que je suis un peu fatigué qu'on s'avale ce G7 sans discuter. Après, discuter avec M. Poutine, mais évidemment qu'il faut discuter avec M. Poutine. La Russie est un partenaire, la Chine doit être un partenaire, sans naïveté, sans renoncer à ce que nous croyons, à quoi nous sommes attachés. Donc, mais madame, permettez-moi de vous dire que personne ne se pose la question de savoir... Démocratie devenue illibérale. Oui, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, illibéral, et ça ne m'intéresse pas. C'est encore un mot à la noix pour ne pas oser dire franchement ce qu'il veut dire. Mais ça ne vous dérange pas de discuter avec M. Joe Biden, qui est un brave homme que je considère comme un point d'appui, Je pense que déjà, si on faisait une bonne partie de la politique qu'il applique aux États-Unis en France, j'en serais content. Et je veux bien faire Joe Biden en France. Je veux bien. Au moins sur ces sujets. Mais pas sur le reste. Monsieur Joe Biden est le président d'un pays qui a un centre de torture à Guantanamo, qui n'ont jamais fermé. Ça dérange personne de lui parler. Monsieur Joe Biden est le président d'un pays qui n'a pas signé les accords internationaux
qui reconnaissent le tribunal pénal international. Il n'a pas reconnu le traité contre les mines antipersonnelles. Il n'a pas reconnu le traité qui interdit, qui limite le travail des personnes handicapées et des enfants. Ça dérange personne de lui parler. Donc c'est pas le sujet. Dans les relations internationales, vous parlez pas avec votre femme ou votre mari ou votre conjoint. Vous parlez avec d'autres pays qui ont d'autres règles qu'ils ont eux-mêmes choisies. Jean-Luc Mélenchon, Donc je suis pour le réalisme. On arrive au terme de l'émission. Oui. Je voudrais juste conclure sur, dans quelques jours, élections régionales. Vous en attendez quoi, précisément? Bah déjà, il faudrait que les gens votent, quoi. Alors en tout cas, ceux qui m'écoutent ou qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit Mélenchon aujourd'hui? Il vous dit votez. On verra bien le résultat. Ça va pas être fameux comme ces partis-là. Vous allez subir encore un bon matraquage sécuritaire pendant 10 ou 15 jours pour que vous compreniez bien ce que vous devez faire comme des moutons. Vous êtes poussés dans un sens. Non, mais il faut que tout le monde vote. Plus il y a de monde qui vote, et je veux plus entendre cette histoire qui est de dire ça sert à rien. Écoutez, si ça sert à rien, alors qu'est-ce qu'on fait? On donne les clés du camion à qui? Non, il faut que nous, les citoyens, on s'en mêle. Alors vous voterez comme vous voudrez, bien sûr. Et à la fin, nous accepterons le résultat. Parce que c'est comme ça que fonctionne une démocratie. Et j'en profite pour dire à certains qu'en démocratie, il ne s'agit pas seulement d'être capable de gagner, il faut aussi être capable de perdre. Hein. Et il faut le faire dans des conditions qui soient respectueuses du souverain qui est le peuple. Alors je ne mélangerai pas les élections régionales sur lesquelles je n'ai aucun poids ni aucun pouvoir avec l'élection présidentielle. Par exemple, le positionnement du Rassemblement national, ses victoires, aucune région, une région, deux régions, pour vous, n'écrira pas l'histoire de 2022 ? Ne donnera pas l'idée de 2022 ? Ça y contribuera, parce que, si vous voulez, Madame Le Pen a une force que nous n'avons pas. Elle n'est pas du tout discutée dans son camp, et il n'y a à chaque fois qu'une liste. Et les gens s'entendent sur... Bon, elle a cette force pour elle. Moi, je ne l'ai pas. Vous voyez, je me fais expulser de certaines listes, mes amis se font jeter dehors, à d'autres endroits, on les supporte, mais à condition qu'ils collent les affiches, distribuent les tracts, et puis c'est tout. Bon, bref. Je ne vais pas me plaindre, telle est la situation. Nous avons à reconstruire une union populaire sur le programme qui va être celui des élections présidentielles. Donc, pour nous, l'élection régionale a une grande importance parce qu'on va voir comment les gens votent, mais aussi parce que nous-mêmes, nous avons des projets vainqueurs. Par exemple, en Île-de-France. Si en Île-de-France, la liste des communistes et des insoumis, pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom de la tête de liste, non, on a le droit ou pas? Non, on ne sait pas très bien où on en est. On reste sur un plan national, je pense que... Voilà. Alors bon, en tout cas, cette élection-là va avoir de l'importance. Parce que si ça se produit, eh bien alors, oui, la situation politique aura, je pense, changé, et favorablement. C'est pourquoi j'y place tous mes espoirs, comme tout le monde. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité dans toute franchise ce soir pour cette heure d'interview. Bonne soirée Jean-Luc Mélenchon. Ça ne fait pas avancer le